Bonjour à tous, donc Julie Schwager, je suis ingénieure au CEREMA, donc le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Et donc je vais intervenir sur 3 thématiques en lien avec la végétalisation de toiture. Donc dans un premier temps sur les aspects entretien, parce que comme disait Monsieur Bonnet précédemment, pendant longtemps ça a été négligé et ça l'est malheureusement toujours un petit peu. Et donc on va voir pourquoi, en quoi consiste cet entretien et comment essayer d'améliorer cette prise en compte. Ensuite, on verra quels sont les avantages et les fonctions potentielles des toitures végétalisées et comment essayer de les favoriser selon ce qui va être recherché quand on va construire la toiture végétalisée. Et enfin, comment les politiques publiques peuvent aider à favoriser le développement de la végétalisation de toiture au sein de la ville. Donc c'est vrai que les toitures végétalisées ont été longtemps présentées comme un système sans entretien, ou en tout cas pas plus d'entretien qu'une toiture en gravier. Malheureusement, il est souvent oublié que les toitures en gravier doivent aussi être entretenues, donc c'est devenu vite, les toitures végétalisées sont une solution sans entretien. Et donc au sein du CEREMA, on a réalisé une étude il y a 3 ans sur la thématique de l'entretien des toitures végétalisées, et on s'est rendu compte qu'aussi bien par les maîtres d'ouvrage que encore par plusieurs professionnels rencontrés, qu'il s'agisse de maîtres d'œuvre ou de fabricants poseurs de toitures végétalisées. Certains n'étaient pas encore vraiment au courant des règles professionnelles, ou en tout cas ne les appliquaient pas au quotidien dans leur travail. Donc on va voir ensuite quelles sont concrètement ces pratiques d'entretien à mettre en œuvre, après avoir vu pourquoi cet entretien était souvent un peu laissé de côté, et les pistes pour favoriser un bon entretien des toitures végétalisées. Donc pourquoi entretenir les toitures végétalisées? Alors en fait déjà que la toiture soit végétalisée ou non, c'est un entretien. L'entretien est obligatoire d'un point de vue réglementaire par rapport à la garantie décennale. Si vous avez une toiture végétalisée, que vous ne l'entretenez pas et qu'au bout de 9 ans l'étanchéité est abîmée et qu'il faudrait la changer, si on peut prouver que vous n'avez pas vous ne pouvez pas prouver que vous avez réalisé l'entretien, vous ne pourrez pas faire valoir la garantie décennale. Donc que ça soit végétalisé ou non d'ailleurs. Donc c'est le principal argument à mettre en avant si vous souhaitez convaincre vos clients, si vous êtes une entreprise, de réaliser l'entretien de leur toiture végétalisée. Ensuite, l'entretien permettrait de prolonger la durée de vie de la structure et de l'étanchéité également, et aussi d'atteindre le rendu esthétique attendu par le maître d'ouvrage, ce qui est important pour avoir un client satisfait du produit qu'on lui aura transmis. Concernant les règles professionnelles, elles voient 3 principaux objectifs à l'entretien des toitures végétalisées. Donc essentiellement en lien avec la végétation, l'entretien doit permettre d'obtenir et conserver un taux de recouvrement végétal supérieur à 80%. Donc c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Bonnet. Il doit également permettre de maîtriser le développement d'espèces adventices, donc toutes les mauvaises herbes entre guillemets qui vont arriver sur la toiture. Et aussi assurer le développement durable de la végétation choisie pour éviter, selon le rendu esthétique qu'on attend, qu'elle soit remplacée progressivement par d'autres espèces végétales. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra par la suite. Et pourtant, donc nous, dans le cadre d'une étude réalisée sur le Grand Nancy en 2012, on a vu que les toitures végétalisées étaient très peu entretenues. Alors en général, quand les particuliers construisent une toiture végétalisée chez eux, sur leur maison, et en plus souvent visible depuis une chambre ou une salle de bain, ils vont apporter une attention particulière à l'entretien. C'est vraiment un projet personnel auquel ils vont porter attention. Mais les particuliers représentent une part très faible des maîtres d'ouvrage de végétalisation de toiture, de l'ordre de 5 à 10% selon les villes en général. Et donc pour tous les autres maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, on s'est rendu compte que 10% des toitures végétalisées n'étaient jamais entretenues ou visitées. 60% sont visitées moins d'1 fois par an. Or, dans les préconisations professionnelles, on conseille 2 visites au moins par an. Et 45% des maîtres d'ouvrage ne savent pas qu'elle doit être entretenue. Donc là, on peut voir en bas à droite une toiture végétalisée qui n'a pas été entretenue et pour laquelle le maître d'ouvrage était très déçu au final du rendu esthétique. Alors comment peut-on expliquer ce constat? Tout d'abord, en effet, on a un discours encore parfois ambigu de certains professionnels du domaine. On a eu un maître d'ouvrage qui nous a dit oui, mais nous, on nous l'a vendu comme un système d'une durée de vie de 10 à 20 ans sans entretien. Donc c'est l'entreprise qui lui a dit ça quand il lui a installé une toiture. Donc on voit qu'il y a encore un besoin de communication, même auprès des professionnels de la filière, sur le besoin d'entretien des toitures végétalisées.
Parfois, on a aussi des toitures végétalisées qui sont oubliées par les maîtres d'ouvrage et les occupants des bâtiments. Par exemple, si c'est un gestionnaire, un bailleur social qui a plein de bâtiments sur une ville, c'est vrai que les informations ne se transmettent pas toujours d'un chargé de mission en gestion du patrimoine à un autre, et on oublie très rapidement qu'on avait une toiture végétalisée sur ce toit, et donc elle n'est plus entretenue par la suite. On a aussi peu d'offres encore dédiées et spécialisées dans la maintenance des toitures végétalisées proposées sur le marché. Alors parfois, ça va être des entreprises d'espaces verts qui vont intervenir. Souvent, ils ont une bonne connaissance de ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'un sédum ou un lierre qui est mis sur une toiture végétalisée, il n'y a pas besoin de le tondre a priori. Et si on le tond trop souvent, il arrive ce qu'on voit en bas à droite. Donc c'est pareil, après le résultat n'est pas forcément au goût du maître d'ouvrage, surtout que cette toiture-là était visible justement depuis les fenêtres des bureaux alentours. Donc concernant les pratiques d'entretien en elles-mêmes, donc déjà, je vais vous présenter un peu les différentes périodes de la vie de la toiture végétalisée, comme elles sont détaillées dans les règles professionnelles de la DIVET. Parce qu'à chaque période de la vie de la toiture, on doit l'entretenir et on a des pratiques et plus ou moins, des pratiques relativement comparables en termes techniques et puis plus fréquentes au début de la vie et moins fréquentes à la fin de la vie de la toiture, et différentes personnes qui sont à la charge de cet entretien au cours de la vie de la toiture. Donc on a d'abord la période de parachèvement. Donc c'est entre la mise en place de la végétation et la réception. Donc ça c'est à la charge de l'entreprise qui va réaliser la végétalisation de toiture. Ensuite on a la période de confortement. Donc c'est la période nécessaire à l'atteinte d'un taux de recouvrement de la végétation de 80%. Donc selon le type de technique de végétalisation qu'on va utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va aller entre 1 an à 2 ou 3 ans grand maximum pour atteindre ces 80%. Donc c'est vrai que normalement c'est intégré dans la prestation de construction. D'ailleurs c'est ce que nous avaient dit les entreprises qu'on a pu rencontrer. Par contre dans les faits, seulement une personne sur 4 qui possède une toiture végétalisée aurait reçu une visite de l'entreprise durant cette période. Après, bon, ça c'est sûr que ces chiffres-là, peut-être la personne n'était pas là le jour où l'entreprise a intervenu, donc c'est des choses qui peuvent être sujettes à caution, mais il y a quand même parfois des prestations de confortement qui ne sont pas bien suivies quand même par les professionnels. Puis donc il y a la période d'entretien courant, donc suite à la période précédente, suite au confortement, et qui doit se faire pendant toute la durée de vie de la toiture. Donc à ce moment-là, la responsabilité est transmise au maître d'ouvrage. Par contre, c'est vrai que les règles professionnelles encouragent à proposer des contrats d'entretien pour qu'ils soient signés par les maîtres d'ouvrage. Alors, a priori, on aurait donc seul un maître d'ouvrage sur 4 qui aurait effectivement reçu cette prestation d'entretien et 1 sur 8 qui l'a signé. Et c'est vrai que certaines entreprises nous ont dit, oui, normalement, en effet, on devrait le faire, mais on court pas après, parce que c'est pas forcément très rentable pour l'entreprise, surtout si c'est par exemple une entreprise d'étanchéité qui fait un peu de végétalisation, c'est pas forcément son domaine, entretenir des végétaux, ils vont pas forcément vouloir développer ce type de prestation. Par contre, il existe des entreprises qui sont spécialisées dans l'entretien des toitures végétalisées, donc il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, donc c'est important de les connaître sur son territoire pour pouvoir orienter son client vers ces entreprises si jamais on ne veut pas soi-même développer ce type de prestation. Donc concernant d'un point de vue technique les pratiques à mettre en œuvre, donc là on va comparer les toitures extensives et semi-intensives. Il y a des choses déjà en lien avec le fonctionnement global de la toiture, donc vérifier qu'il n'y a pas de déchets qui sont apportés sur la toiture, remettre en place le substrat s'il se déplace à cause du vent ou de la pluie, mais ça en général une fois que la végétation est développée, il y a pas trop de soucis. Éventuellement enlever les végétaux indésirables, réintroduire des végétaux par semis ou plantation si on voit qu'il y a un trou qui se forme et puis que c'est pas forcément intéressant d'un point de vue esthétique si le recouvrement n'est pas satisfaisant. Éventuellement fertiliser. Après, c'est vrai que ça c'est rarement réalisé et puis on peut discuter de l'intérêt d'un point de vue qualité des eaux en termes de transfert de nutriments dans les eaux qui vont s'écouler de la toiture. Et finalement, le plus important, comme le disait Monsieur Bonnet tout à l'heure aussi, c'est l'entretien d'un point de vue évacuation des eaux pluviales. C'est là qu'il peut y avoir le plus grand danger pour la structure. Si les évacuations se bouchent et que l'eau monte en charge, il pourrait y avoir des dégâts sur la structure en elle-même de la toiture. Donc c'est finalement ça vraiment le plus important qui est vital pour le bâtiment. Donc tout ça, c'est à faire 2 fois par an pour les toitures extensives et 4 fois par an pour les semi-intensives. Par rapport à l'arrosage, donc on a déjà évoqué que selon les régions, ça ne sera pas toujours nécessaire en extensive. Alors qu'en semi-intensive, en général, il sera plus souvent préconisé, même si on va pouvoir parfois, dans certains cas, s'en passer.
Donc, par rapport au réseau d'irrigation, donc s'il est présent, il doit être entretenu également. Pareil pour une toiture semi-intensive, donc si on a une pelouse, il faudra éventuellement la tondre selon le rendu esthétique qu'on attend, et évacuer aussi les déchets de tonte. C'est une complexité en plus par rapport à un jardin. Ce serait qu'un jardin peut laisser son herbe sur son toit. Si vous laissez les déchets de tonte sur la toiture végétalisée, tous les déchets vont s'évacuer vers la zone d'évacuation des eaux pluviales et risquent de la boucher. Donc c'est important de bien évacuer les déchets de tonte. Et éventuellement, si on a des ligneux, les tailler de temps en temps selon le rendu esthétique que l'on souhaite. Alors par rapport aux adventices, donc ces plantes qui arrivent d'elles-mêmes sur la toiture, donc de façon systématique, il est vrai qu'il vaut mieux enlever les plantes qui risquent d'endommager la toiture, ça c'est l'étanchéité. Même si les dégâts de ce type-là sont vraiment très rares, il vaut mieux rester vigilant, et c'est une obligation en lien avec les règles professionnelles. Ensuite, on peut aussi éventuellement enlever les autres plantes qui risquent d'étouffer les végétaux initialement introduits. Donc, si vous avez un fort développement de trèfle, il vaut mieux aussi les enlever. Mais ça reste aussi quand même au choix du maître d'ouvrage, qu'il n'y a pas de danger pour la structure en elle-même. Et ensuite, ça va dépendre des attentes du maître d'ouvrage en termes de fonction esthétique et de fonction de biodiversité. Donc au niveau de l'esthétique, ça c'est selon le goût des personnes. L'esthétique, on peut pas en discuter. On avait un professionnel qui nous avait dit, même un chardon ou un pissenlit, quand ils sont en fleurs, peuvent participer à l'aspect esthétique de la toiture. Après, beaucoup d'entre vous diront sûrement qu'un pissenlit, ils ne trouvent pas ça joli, mais ça c'est quelque chose qui se discute pas et qui est à voir directement par le maître d'ouvrage. Et d'un point de vue biodiversité, là, c'est vrai qu'on peut presque conseiller de laisser la toiture évoluer progressivement vers un écosystème en équilibre. Donc, laisser les plantes qui arrivent se développer. Ça va apporter les aliments que recherchent les espèces animales locales, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'en France, c'est quand même encore très peu développé. Par contre, en Allemagne et en Grande-Bretagne, ça se fait beaucoup plus, donc de laisser évoluer la végétalisation vers un équilibre naturel. Donc c'est sûr que le rendu esthétique ne sera pas le même. Vous aurez des périodes où vous aurez des plantes sèches, des plantes qui seront mortes en plein hiver avec quasiment plus rien sur la toiture. Mais c'est un parti pris en lien avec les fonctions que vous attendez de votre toiture végétalisée. En termes de coût, donc quelques éléments de coût par rapport à l'entretien des toitures. Donc qu'elles soient végétalisées ou non. Donc là, on rappelle bien que même les toitures en gravier doivent être entretenues et que ça a un coût. Et on voit notamment que l'entretien d'une toiture végétalisée extensive n'est pas beaucoup plus important en termes de coût que celui d'une toiture en gravier. Bien sûr, plus on ira vers une toiture intensive ou semi-intensive, plus ça sera coûteux. Et donc on peut aller, donc là on a mis 2 à 5 € par mètre carré par an, mais ça peut aller encore beaucoup plus loin selon la nature des végétaux qui seront introduits. Alors comment favoriser un bon entretien des toitures végétalisées? Pardon. Voilà. Donc déjà c'est important d'informer et aider le maître d'ouvrage dans sa démarche. Donc déjà lui indiquer les obligations réglementaires. C'est vrai que si on lui parle de la garantie décennale, en général, ça va quand même le sensibiliser. Lui expliquer les fonctions de l'entretien, notamment en lien avec les attentes en termes d'esthétique, surtout si la toiture est visible. Communiquer sur les bonnes pratiques, donc expliquer rapidement en quoi ça consiste et dire qu'au final, techniquement, c'est pas si compliqué, mais c'est à faire sérieusement et régulièrement. Et l'appuyer dans la démarche de traçabilité de la toiture, qu'il n'oublie pas qu'il a une toiture sur son toit. On peut aussi l'informer de l'existence d'entreprises spécialisées dans l'entretien des toitures si l'entreprise ne souhaite pas elle-même développer ce type de prestations, et encourager la signature d'un contrat de maintenance. Alors c'est vrai que quand on a réalisé cette enquête, on s'est rendu compte que le transfert d'informations était généralement oral et qu'il y a souvent beaucoup d'intermédiaires entre la personne qui va réaliser par exemple la réception du bâtiment et celui qui à la fin fera vraiment l'entretien du bâtiment. Donc par exemple, si plus de supports papier étaient développés pour assurer la communication, peut-être que la traçabilité aussi bien de la toiture que du besoin d'entretien resterait plus marquée au sein de l'organisme qui possède la toiture végétalisée. Donc ça, c'est vraiment à la charge de tous les professionnels impliqués dans le projet, que ça soit un sous-traitant éventuel qui va réaliser la partie végétalisation, l'étancheur ou encore le maître d'œuvre. Et donc, c'est important aussi de bien prévoir l'entretien dès la conception de la toiture végétalisée. Donc déjà, d'intégrer les coûts d'entretien de la toiture, qu'elle soit végétalisée ou non, au budget global du projet. Donc, éventuellement, à mettre en regard une rénovation de la toiture au bout de 10 ans, ça peut aussi convaincre le maître d'ouvrage.
Et surtout prévoir les équipements techniques et de sécurité nécessaires à la réalisation d'un entretien dans de bonnes conditions. C'est vrai que, comme disait Monsieur Bonnet, c'est des toitures qui sont inaccessibles, mais les personnes qui vont aller l'entretenir vont bien monter dessus quand même. Donc prévoir des gardes de corps ou des lignes de vie, ça semble nécessaire pour faire des interventions en pleine sécurité. Et aussi garantir l'accès. Comment ? Et aussi garantir l'accès à un point d'eau pour l'arrosage ponctuel. Donc c'est vrai que sur une toiture extensive, en général ça ne sera pas nécessaire, mais c'est vrai qu'au début de la vie de la toiture, notamment en période de parachèvement, si on a une période de sécheresse qui commence, ça peut être nécessaire d'arroser très ponctuellement la toiture. Donc c'est quand même mieux d'avoir un point d'eau relativement accessible pour arroser la toiture végétalisée. Alors, donc, concernant ces problématiques d'entretien des toitures végétalisées, donc on voit qu'elles sont malheureusement mal ou pas entretenues, et du coup, ça fait un peu une mauvaise publicité pour la filière. On a rencontré beaucoup de maîtres d'ouvrage pas contents du résultat de leur toiture végétalisée, qui ne sont pas prêts à renouveler l'expérience. Donc, c'est un intérêt aussi bien pour le maître d'ouvrage d'être satisfait de son résultat que pour le professionnel pour être sûr qu'on refera appel à sa prestation. Donc les pratiques restent relativement simples, mais à connaître et à mettre en œuvre régulièrement. Et les professionnels ont tous un devoir d'accompagnement du maître d'ouvrage dans sa démarche. Donc on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc tout ça c'est recensé dans toutes les pratiques à mettre en œuvre sont recensées dans les règles professionnelles. Et donc il y aura une nouvelle édition prochainement, normalement, qui doit sortir, avec une partie spécifiquement dédiée à l'entretien plus détaillé. Voilà. Donc maintenant, on va voir un peu les fonctions qu'on peut potentiellement associer aux toitures végétalisées. Alors on va voir un peu ce qui est lié à tout ce qui est retour de la nature dans la ville, les fonctions, les services et les disservices aussi qu'on peut voir associés à la nature dans la ville. Et en lien avec ça, quelles sont les fonctions qui peuvent découler de la présence de toitures végétalisées. Donc c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on assiste au retour de la nature, notamment de l'eau, des plantes et du sol aussi. Il ne faut pas oublier le sol qui est souvent caché par les végétaux, mais qui peut rendre de nombreux services écosystémiques qui sont de retour dans la ville. Donc ça peut être au niveau du sol, simplement dans des jardins en pied de bâtiments. Au niveau l'eau qui est remise en surface et plus enterrée dans des tuyaux, ou encore des végétaux qui sont remis sur les toits. Et donc ça peut avoir rendre différents services écosystémiques qui apportent certains bienfaits aussi bien sociaux, économiques qu'environnementaux. Donc par exemple, la lutte contre l'effet d'îlots de chaleur urbains, la gestion des eaux pluviales qui va permettre de limiter les inondations, ou encore les jardins potagers qui peuvent fournir une alimentation ou simplement un lieu de partage, d'échange et de loisirs. Mais à ce retour de la nature dans la ville, on associe aussi parfois des disservices qu'il ne faut pas forcément oublier non plus. Donc ça peut être par exemple des espèces exotiques envahissantes qui vont envahir un peu progressivement certains milieux naturels et éliminer progressivement des plantes qui étaient là au départ et les faire disparaître parce qu'elles sont plus résistantes. Ça peut être des nuisances liées à la présence de certains animaux, par exemple les moustiques, ou encore les allergies au printemps dont vont souffrir de plus en plus de personnes en ville. Donc on va voir comment les toitures végétalisées, du fait de la présence d'un sol et puis de végétaux, peuvent remplir certains services écosystémiques. Et comment essayer de les favoriser ou pas. Donc c'est vrai que pendant longtemps, quand on voyait une plaquette d'un fabricant de toitures végétalisées, on voyait toute une liste de fonctions rendues par les toitures végétalisées, isolation thermique, acoustique, biodiversité, gestion de l'eau. Enfin, voilà. C'est vrai que tous ces éléments n'étaient pas encore forcément prouvés scientifiquement. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont lancés ces dernières années parce que le marché de la végétalisation de toitures s'est justement répandu. Donc il y a encore des études qui sont en cours, donc c'est encore des résultats qui sont partiaux ou partiels plutôt. Et partiel et puis pas forcément généralisable non plus à l'ensemble des types de toitures végétalisées et des domaines qui sont encore très peu explorés. Donc au cours de la présentation qui va venir, je vais vous donner quelques éléments pour essayer de favoriser certaines fonctions, mais après voilà, donc on n'a pas forcément testé tous ces éléments, c'est juste par rapport à la littérature scientifique disponible, on suppose que cela pourrait aider à remplir ces fonctions. Et cette liste de préconisations n'est pas non plus exhaustive. Il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent être faites pour favoriser certaines fonctions.
Alors par rapport à la gestion des eaux pluviales, donc c'est vrai que là c'est l'un des points sur lesquels il y a eu le plus de travaux jusqu'à maintenant et l'intérêt est vraiment démontré en termes de gestion des eaux pluviales. Donc on a deux principaux effets des toitures végétalisées sur la gestion des eaux pluviales. Tout d'abord, donc là on voit donc le ruissellement issu d'une toiture plate, donc en gris, en gravier, et en vert celle d'une toiture végétalisée. Donc en gros c'est l'eau qui s'écoule de la toiture en fonction du temps, après un événement pluvieux. Et donc, on voit bien que déjà le pic d'eau issue de la toiture végétalisée va être retardé. Parce que le temps que l'eau circule sur la surface des plantes, puis à travers le substrat et le drainage, ça va mettre plus de temps que de traverser une simple couche de gravier. Ensuite, on va avoir une diminution des volumes ruisselés. En effet, donc déjà les plantes vont retenir une partie de l'eau, le substrat également, puis quand l'événement pluvieux va cesser, l'eau va évapotranspirer soit par la surface du substrat qui est nu, soit par les végétaux qui sont présents. Donc en moyenne sur l'année, on diminue d'à peu près 50% les volumes ruisselés issus de la toiture végétalisée. Par contre, on a une forte variabilité saisonnière, en lien notamment avec l'activité de la végétation et puis aussi la fréquence des événements pluvieux. En effet, en hiver, les plantes auront besoin moins d'eau et il pleuvra plus souvent. Donc le substrat sera plus souvent déjà saturé en eau. Donc il sera moins capable de retenir la toiture sera moins capable de retenir de l'eau en hiver qu'en été. Et en été, on peut aller jusqu'à 70 à 90%, voire même 100% pour un tout petit événement pluvieux. L'eau sera intégralement retenue par la structure de la toiture. Donc ça va permettre, cette gestion hydraulique des eaux pluviales, de limiter les débordements de réseaux. Et puis de limiter également donc en termes d'inondation dans une rue par exemple, ou alors de déverseurs d'orage dans les réseaux collectifs. Donc pour favoriser cette fonction, on peut notamment augmenter l'épaisseur du substrat puisqu'on voit qu'il joue une part importante dans la rétention de l'eau. Favoriser les structures avec une bonne capacité de stockage d'eau. On peut même dans certains cas ajouter une couche stockante d'eau sous le substrat au niveau de la couche de drainage. Et puis aussi introduire des végétaux qui ont des besoins en eau plus importants permettra de retenir plus d'eau également. En termes de qualité des eaux, alors là on a deux mécanismes concurrents qui vont avoir lieu. Donc déjà, on va avoir un potentiel significatif de rétention de la pollution particulière et dissoute qui vient de l'atmosphère. Donc l'atmosphère apporte une certaine quantité de pollution. Et donc en sortie, on en aura un peu moins, voire beaucoup moins dans certains cas, parce que la toiture va filtrer la pollution sous forme particulière et permettre de sorber, donc créer des petites liaisons chimiques entre la pollution dissoute et le substrat notamment. Par contre, en même temps, on a une émission possible de substances par certains matériaux et certaines pratiques. Donc l'eau va emporter des polluants qui sont potentiellement présents dans ces matériaux. Donc par exemple, nous on a trouvé des métaux qui peuvent être présents dans certains substrats. Donc ça, il suffit de faire mais c'est pas qu'ils sont pollués, c'est juste que quand vous prenez une argile expansée, si elle a été prélevée sur un site plus ou moins riche en arsenic, elle contiendra plus ou moins d'arsenic et peut risquer d'en émettre par la suite quand vous la mettez sur une toiture végétalisée. Ensuite, certains matériaux synthétiques peuvent émettre aussi des polluants organiques, comme par exemple du bisphénol A, dont on parle souvent en ce moment. Et puis au niveau des pratiques, ça va être par exemple l'ajout d'engrais. Donc l'engrais va apporter bien sûr des nutriments qui ne seront pas utilisés en intégralité par les plantes et donc vont se retrouver par la suite dans les eaux, donc de l'azote, du phosphore notamment. Et certains engrais contiennent aussi des métaux, donc du cuivre, du chrome. Donc c'est pas spécifié sur la composition, c'est quand on réalise une analyse qu'on s'en rend compte. Donc comment favoriser finalement l'obtention d'une eau de bonne qualité? Donc optimiser les phénomènes de rétention et diminuer les phénomènes d'émission. Déjà vérifier que les matériaux ne contiennent pas de substances mobilisables par la pluie et limiter les apports d'engrais, ça permettra de limiter les émissions de polluants potentiels. Et ensuite, en utilisant par exemple un substrat avec une teneur en matière organique dans la gamme haute proposée par les règles professionnelles, on va favoriser les mécanismes de sorption de la pollution dissoute en fait. Donc c'est vrai que les règles professionnelles proposent des gammes, par exemple pour la matière organique, donc avec une gamme haute et une gamme basse. Donc on ne conseille pas de les dépasser, mais d'être plutôt dans la gamme haute si c'est possible. Donc en termes du thermique du bâtiment, donc c'est vrai qu'au niveau du bâtiment, il y a beaucoup de fuites thermiques finalement qui se font au niveau de la toiture. Donc les toitures végétalisées ont souvent été envisagées comme une solution d'isolation du toit. Alors il y a des travaux qui ont été réalisés par le CSTB sur le sujet et qui ont montré qu'en hiver, a priori, il y a peu d'intérêt thermique à la végétalisation de toiture. Par contre, l'intérêt réside surtout en confort d'été pour les étages les plus proches du toit.
Donc on peut avoir de l'ordre d'une réduction de consommation totale annuelle de l'ordre de 4% en zone climatique chaude, donc en termes de limitation de la climatisation en gros. Donc comment ça fonctionne? Donc déjà on a une limitation des apports solaires grâce à l'évapotranspiration des plantes et du substrat, et finalement une présence d'une couche d'isolation supplémentaire qui va empêcher le transfert de la chaleur dans le bâtiment. Donc comment favoriser ça pour améliorer le confort d'été? Donc déjà utiliser un substrat avec une forte capacité de rétention d'eau, puisque c'est l'eau, donc l'évapotranspiration de l'eau, qui agit sur la limitation de ces apports solaires. Et puis augmenter l'épaisseur du substrat pour augmenter l'épaisseur d'isolation. Donc toujours en lien avec la thermique, donc la présence de végétaux induirait probablement une réduction de l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Donc c'est un phénomène qu'on étudie beaucoup depuis une dizaine d'années. Donc le fait qu'il fasse toujours plus chaud dans les villes que dans les campagnes alentours. Donc ça, c'est des travaux sur lesquels on intervient notamment au CEREMA, qui sont en cours. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, j'ai pas forcément de résultats à vous donner. Mais c'est vrai que si on compare, donc là, des photos prises aux États-Unis d'une toiture végétalisée à une toiture non végétalisée, quand on regarde la température, on atteint les 66 degrés Celsius sur la parcelle en revêtement bitumineux. Et on est à l'ordre de 23 degrés en surface végétalisée. Donc on voit bien quand même qu'il y a une très forte différence de température en surface de la toiture végétalisée. Donc en lien toujours avec l'évapotranspiration du substrat et des végétaux et la modulation de l'albédo de ces surfaces. Donc pour favoriser ça, un peu comme pour la thermique du bâtiment, on va essayer d'utiliser des substrats avec de fortes capacités de rétention d'eau et aussi d'introduire des végétaux avec un fort potentiel d'évapotranspiration. Donc c'est vrai que là, pour le coup, les sédums, c'est pas forcément les espèces les plus appropriées. Parce qu'un sédum, quand il va avoir chaud, il va fermer toutes ces stomates, donc les petits pores qui font sortir l'eau habituellement, pour éviter de perdre son eau. Et c'est vraiment très impressionnant. Nous, dans le cadre d'autres expérimentations, on avait prélevé des sédums qu'on a coupés en morceaux et qu'on a mis à l'étuve pour les sécher. Ils ont mis 2 semaines à sécher parce qu'ils s'étaient refermés et qu'il n'y avait plus du tout d'eau qui sortait. Donc si vous mettez des sédums, ça va pas forcément avoir d'intérêt pour évapotranspirer en période chaude. Donc toujours en termes d'isolation, on évoque parfois l'isolation acoustique du bâtiment. Donc ça, c'est pareil, un peu pareil que pour l'isolation thermique, ça va être surtout pour les pièces situées directement sous le toit, en particulier dans des zones de survol d'avion. Donc là, ça peut être par contre très intéressant. En effet, il y a des études qui ont montré qu'on peut avoir une diminution du bruit aérien de l'ordre de 5 décibels. Alors 5 décibels, ça paraît pas forcément beaucoup, mais c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que quand vous diminuez de 2 décibels un bruit, ça veut dire qu'il est divisé par 2. Donc 5 décibels, c'est quand même une diminution très importante du bruit dans ces pièces qui sont situées au dernier étage. Donc c'est en lien notamment avec la présence d'une couche d'isolation supplémentaire. Donc pour favoriser ça, augmenter l'épaisseur de substrat peut permettre d'augmenter l'isolation acoustique du bâtiment. Et donc on voit que ça a été notamment utilisé à l'aéroport de Francfort pour isoler le bâtiment. Donc en termes de biodiversité, donc ça a déjà été évoqué par Madame Planchet en introduction. Donc c'est vrai que ça peut potentiellement avoir un intérêt pour l'accueil de la faune et de la flore locale. Pourquoi? Déjà, c'est un espace de développement où les plantes peuvent venir se développer plus ou moins librement selon l'entretien que vous allez pratiquer. Et puis, ça peut aussi également éventuellement apporter de la nourriture pour les insectes, voire des oiseaux. Donc, on voit là quelques exemples des œufs qui ont été un nid qui a été construit sur une toiture végétalisée, une coccinelle. Au niveau végétal, on a aussi une orchidée. C'est vrai qu'en Suisse, ils ont fait pas mal d'études sur les orchidées, sur les toitures végétalisées, les orchidées sauvages. Et il y en a beaucoup qui ont été recensées en toiture végétalisée, même en ville, alors qu'elles avaient complètement disparu du milieu. Donc comment favoriser ça? Alors différents éléments. Donc déjà limiter l'accès au public. C'est vrai que si c'est une toiture accessible, les oiseaux auront moins tendance à venir s'installer pour pondre des œufs. Donc ça ne sera pas forcément une toiture idéale pour aller passer du temps dessus. Ensuite, en diversifiant les habitats, vous allez diversifier le type d'espèces que vous pouvez accueillir. Donc ça peut être par exemple créer des zones avec moins de végétation, créer des cheminements en sable, amasser quelques rondins de bois mort à un endroit, ajouter des graviers ou des cailloux. Ça va vous permettre d'accueillir une beaucoup plus grande diversité d'insectes et de végétaux, d'organismes vivants en général, sur votre toiture végétalisée.
Ensuite, pour favoriser aussi l'arrivée des espèces locales, donc insectes notamment, il est préférable d'introduire des végétaux locaux et issus de production locale. Parce que sinon, ils n'ont pas été produits localement, ils seront différents génétiquement et ils ne seront pas forcément autant appréciés que des végétaux produits localement. Donc pourquoi ces végétaux locaux sont plus intéressants? Déjà, ils vont limiter le risque d'introduction d'espèces invasives pour l'environnement alentour. Et puis la faune va trouver plus facilement l'alimentation qu'elle attend. Donc nous, par exemple, on a fait une démarche de sélection de végétaux locaux pour les introduire sur nos toitures végétalisées expérimentales au CEREMA. Donc on a introduit des végétaux des Vosges qu'on trouve naturellement dans les Vosges et dans les plateaux calcaires lorrains. Et donc c'est vrai que en termes de développement de la végétation et d'entretien, on a fait la même chose que sur nos toitures en sédum classique et on a obtenu les mêmes taux de recouvrement avec une diversité végétale plus importante et en plus un rendu visuel. Bon, l'esthétique c'est une question de goût, mais un rendu visuel comparable, voire supérieur. Et donc c'est vrai que le climat lorrain n'est pas forcément celui de la région lyonnaise non plus. Il y a d'autres travaux comparables qui sont en cours en climat méditerranéen par exemple, où ils font la même démarche d'aller voir dans des milieux naturels ce qui pousse comme plantes pour les introduire sur des toitures végétalisées par la suite. Alors par rapport au problème de transfert finalement de tous ces insectes du sol jusqu'au toit, parfois il avait été évoqué l'intérêt d'introduire des murs végétalisés comme des corridors horizontaux. Donc en gros on met des plantes tout du long, ça permet aux petites bêtes de monter et d'arriver sur la toiture. Il y a des travaux scientifiques récents qui montraient que ça avait peu d'intérêt. En effet, les conditions de température et d'humidité sont très différentes. Un mur végétal, ça va être plutôt en général plutôt frais et humide, alors qu'une toiture végétalisée sera plutôt sec et chaud. Donc ça va pas être les mêmes espèces animales qu'on va retrouver dans l'un et dans l'autre. Donc elles vont pas passer de l'un à l'autre forcément. Et donc d'un point de vue plus social, les toitures végétalisées peuvent être aussi, si elles sont accessibles, vecteurs de lien social, voire de bien-être des populations. Donc en lien avec l'apaisement lié à la vue, voire au contact avec la nature et la végétation en général. Et puis ça peut être aussi un support d'activité peu développé en milieu urbain, que ce soit du jardinage classique ou du potager sans aller à la production industrielle, mais passer 1 heure à jardiner, récolter 3 tomates dans l'année, c'est aussi un vecteur de lien social quand on partage ce jardin avec d'autres personnes d'un quartier. Donc là, on voit par exemple une photo d'un potager construit en toiture à Paris, qui est géré par une association d'insertion qui accueille des habitants du quartier, des retraités, des étudiants, des personnes handicapées. Et donc déjà pour favoriser ces fonctions, il faut forcément que la toiture soit visible. Si elle n'est pas accessible, il faut au moins qu'il y ait une visibilité pour avoir des bienfaits en lien avec le contact avec la nature. Et aussi favoriser des conditions d'accès pratiques et sécurisées pour éviter bien sûr tout accident. Et concernant les 10 services, alors c'est vrai qu'ils ont encore été assez peu étudiés. Concernant le développement de moustiques, donc a priori il n'y aurait pas de développement possible parce qu'on n'a pas d'eau stagnante qui affleure, donc les moustiques ne pourraient pas se développer sur les toitures végétalisées. Le développement des espèces invasives, donc c'est vrai qu'on offre une place pour les plantes pour se développer, mais avec un entretien adapté, a priori on doit pouvoir contrôler ces risques potentiels. Et par rapport à la présence potentielle d'espèces allergènes, en fait, les espèces allergènes sont surtout celles qui sont anémophiles, donc celles dont le pollen est emporté par le vent. Alors que les sédums sont entomophiles, donc le pollen est transporté par les insectes. Donc il y a beaucoup moins de risques d'allergie pour les plantes entomophiles qu'anémophiles. Donc quand vous mettez du sédum, il n'y a pas de souci particulier. Et si vous choisissez d'autres espèces végétales, c'est éventuellement à vérifier lors de la sélection des végétaux que vous voudrez mettre sur la toiture végétalisée. Donc on voit bien que toutes les toitures végétalisées n'assurent pas les mêmes fonctions. Et donc c'est important pour que le maître d'ouvrage soit satisfait finalement par la suite de sa toiture végétalisée, qu'il ait bien identifié au préalable ses attentes par rapport à sa toiture végétalisée. Alors si c'est juste pour mettre du verre sur son bâtiment, là c'est sûr qu'on peut mettre n'importe quelle structure. Par contre, s'il dit oui, moi je voudrais une toiture végétalisée qui soit jolie, qui a un vrai bénéfice en termes de biodiversité, c'est important de l'orienter vers des solutions techniques adaptées à ses attentes. Et donc si jamais, bien sûr, on vous demande souvent une toiture qui fait tout, quand même, parce que bon,
c'est quand même mieux. Peut-être que par rapport aux structures qui sont actuellement construites, on conseillerait d'utiliser une épaisseur de substrat un peu plus importante. C'est vrai que des fois, on voit des tapis, on a 3 cm ou 4 cm de substrat. C'est vraiment léger pour faire une isolation thermique, acoustique ou aider des végétaux à se développer. Donc peut-être aller plutôt vers un substrat de l'ordre de 10 à 12 cm. Vous restez quand même dans les gammes des toitures extensives. Donc toujours peu d'entretien, pas d'arrosage obligatoire systématique. Mais vous aurez une gamme végétale beaucoup plus importante que vous pourrez introduire. Essayez aussi de diversifier les espèces végétales. Donc pour ça, il vaut mieux éviter les systèmes pré-plantés et puis préférer de la plantation de micromottes voire du semis. Créer des profils avec des épaisseurs plus ou moins importantes. Laisser des gravilles à un endroit, du bois mort. C'est des choses qui ne sont pas forcément coûteuses et ni compliquées à faire, mais il faut éventuellement les envisager. Et puis favoriser les substrats avec une bonne capacité de rétention d'eau. Donc aussi bien en termes de gestion des eaux pluviales, d'isolation thermique que d'îlots de chaleur urbains. On a vu que ça pouvait être relativement intéressant. Et donc un autre point important, c'est que certaines fonctions ne peuvent pas avoir un effet significatif que s'il n'y a qu'une toiture dans tout un quartier. C'est vrai que si vous avez une seule toiture végétalisée dans tout un quartier, en termes de gestion des eaux pluviales, c'est pas une toiture qui va empêcher une inondation. De la même façon, c'est pas une toiture qui va pouvoir limiter l'îlot de chaleur urbain ou offrir un biotope pour la faune locale. Donc c'est important d'essayer de développer la végétalisation de toiture à l'échelle de la ville. Donc c'est pour ça que maintenant on va voir un peu comment les politiques publiques peuvent aider à encourager le développement des toitures végétalisées sur un territoire. Alors déjà on va voir les différents leviers qui existent aussi bien au niveau national que local. Et après un exemple, donc c'est pas la ville de Lyon, mais c'est pas très loin, avec ce qui a été fait sur la ville de Grenoble et les résultats qu'ils ont obtenus depuis quelques années. Donc au niveau national, depuis moins d'une dizaine d'années, on a beaucoup de stratégies qui sont favorables au développement de la végétalisation de toiture. Donc notamment le Grenelle de l'environnement en 2007, les labellisations écoquartiers qui ont été lancées en 2009 et se poursuivent encore en ce moment, le plan nature en ville ou encore le plan énergie-climat. Donc tout ça, ça a déjà donné une première impulsion pour aider les collectivités à inciter à la végétalisation de toiture. Après, toujours au niveau national, ça a été accompagné plus récemment par des évolutions réglementaires favorables à la végétalisation de toiture également. Donc déjà, on a la loi Grenelle 2 de 2010 qui a modifié le code de l'urbanisme. Donc désormais, un règlement d'urbanisme ne peut plus être opposé à la construction d'une toiture végétalisée. Et c'est vrai que ça, c'était un frein important avant la végétalisation de toiture. Quand vous avez un PLU qui dit on veut une homogénéité des couleurs de toiture et que vous avez des ardoises partout, vous ne pouvez pas mettre une toiture végétalisée. Ou si le PLU interdit les toitures terrasses, de la même façon, c'est pas, enfin, même si on peut en faire en pente, c'est vrai que ça reste quand même très peu développé. Donc, en général, c'était un frein important au développement de la végétalisation de toiture. Donc, cette modification du code de l'urbanisme a vraiment permis de lever les derniers freins réglementaires au développement de cette technique. Ensuite, au niveau de la loi Allure de 2015, donc là c'est tout récent, il y a un amendement qui a été déposé par l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas encore, alors à ma connaissance, il n'a pas encore été voté par le Sénat, mais bon, ça non, sera... malheureusement hier le Sénat l'a aboli. Rejeté. Pardon. Ouais. Bon, ben voilà. Donc il envisageait à la base de rendre obligatoire l'installation de procédés de production d'énergie renouvelable ou d'un système de végétalisation sur les toitures des surfaces commerciales en plus. Donc ça, c'était intéressant parce que ça aurait permis de diversifier le type de bâtiment concerné. Mais bon, peut-être que ça reviendra par la suite. Ça, on va revenir. On verra. Et donc tous ces leviers nationaux, qu'ils soient réglementaires ou juste des plans, des stratégies, se traduisent progressivement au niveau local, donc, que ça soit à l'échelle de la ville, de la communauté urbaine, du conseil général ou régional. Il y a de plus en plus d'initiatives qui ont pu être recensées. Donc ça peut être tout simplement communiquer sur la technique en créant des plaquettes de communication qui détaillent ce que c'est qu'une toiture végétalisée, quelles sont les pratiques d'entretien, le coût que ça représente, ou encore créer des bâtiments exemplaires qui seront visités et présentés lors de journées dédiées. Par exemple, lors des journées du patrimoine, à Créteil, il y a une école qui est végétalisée et qui est visitée pour montrer aux riverains ce que c'est qu'une toiture végétalisée, de ce qu'on peut en attendre, à quoi ça ressemble. Donc ça permet un peu que les gens connaissent un peu mieux la technique. Ensuite, on peut aussi valoriser les créations exemplaires. Ça va inciter les professionnels à vouloir communiquer sur leurs projets, à avoir un vecteur potentiel de communication et donc à les proposer dans leurs projets.
Donc par exemple, au niveau du Conseil général des Hauts-de-Seine, ils ont créé une charte haute qualité environnementale qui prend par exemple en compte la présence d'une toiture végétalisée sur un bâtiment. On peut aussi utiliser les documents d'urbanisme comme levier. Donc une fois que même si aujourd'hui la modification du code de l'urbanisme permet d'aller à l'encontre des éventuels freins, c'est quand même bien de supprimer toutes les mentions contraires à l'installation d'une toiture végétalisée, parce que si le maître d'ouvrage consulte à l'avance le PLU et qu'il voit par exemple que les toits plats sont internis ou le problème de l'homogénéité des couleurs, s'il n'est pas au courant de la modification du code de l'urbanisme, ça peut quand même être un frein. Donc il vaut mieux quand même que ça soit plus présent dans les documents d'urbanisme. On peut aussi, par exemple, apporter des bonifications de COS aux bâtiments végétalisés. Donc ça a été utilisé par le Pas-de-Calais dans le cadre d'un règlement de ZAC. Ou encore rendre tout simplement obligatoire la végétalisation des toits. Par exemple, à Combloux, donc les annexes de type garage doivent être végétalisées si elles sont en terrasse. Et enfin, on peut aussi apporter des bonus financiers. Donc ça aide souvent aussi à l'installation des nouvelles techniques. Donc au Grand Nancy, une époque, il diminuait la taxe de raccordement au réseau d'assainissement en lien avec les fonctions de gestion hydraulique des eaux pluviales qu'apportent les toitures végétalisées. Ou ça peut être tout simplement une prise en charge de la dépense, par exemple comme le Conseil régional d'Île-de-France qui finance 50% de la toiture végétalisée avec un plafond à 45 € par mètre carré, mais ça permet quand même déjà d'avoir un système intéressant de végétalisation de toiture. Donc maintenant, on va voir au niveau de la ville de Grenoble ce qui a pu être fait depuis une dizaine d'années environ. Donc c'est vrai qu'au niveau d'un point de vue réglementaire, ils ont introduit ça relativement tôt par rapport à d'autres villes dans leur PLU. Donc dès 2005, il a été modifié et il montre bien la volonté de végétalisation du territoire. Donc pas uniquement de mettre des toitures végétalisées, mais de végétaliser la ville en général, que ça soit sur les sols ou sur les façades ou les toitures. Donc dans certaines zones, en dehors en gros du centre historique, il y a un taux de végétalisation de la surface qui est de la surface foncière qui est obligatoire, de l'ordre de 10 à 60% selon les zones et les usages concernés. Et ensuite, il va aussi prendre en compte une pondération selon la nature de la végétation. Donc par exemple, si vous avez une toiture végétalisée avec une épaisseur de substrat supérieure à 50 cm, donc là c'est quand même de la bonne toiture intensive, vous aurez un ratio de 1. Par contre, si vous avez une structure avec un substrat inférieur à 50 cm, le ratio sera seulement de 0,5. Donc ça encourage quand même à l'introduction de toitures végétalisées intensives. Toujours dans la même idée, dans certaines zones, le traitement paysager est obligatoire avec une végétation arbustive quand on met une toiture végétalisée. Donc sur 20% de la surface dans certaines zones. Donc là, c'est pareil. Ça va inciter globalement à favoriser le développement de la végétalisation de toiture et un développement avec une bonne qualité environnementale, avec une certaine diversité végétale. Donc de la même façon, ils vont aussi permettre de construire un étage de plus si on a une toiture intensive sur le toit. Donc c'est pas uniquement végétaliser juste pour mettre du vert, c'est pas juste du greenwashing, mais c'est vraiment aller vers une végétalisation de qualité qui pourra avoir des fonctions pour les riverains, les usagers de la ville. Ensuite, ils ont, en plus de ces obligations, ces contraintes réglementaires, ils ont accompagné ça par de la communication. Donc, qui est au niveau de la ville de Grenoble et aussi de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes. Je ne sais plus le nom exactement. Alpes Métropole, voilà. Donc, ils ont rédigé en 2006 un ABC de la qualité environnementale en architecture et en urbanisme qui a été mis à jour en 2010 et qui contient notamment une fiche dédiée à la végétalisation des toitures, façades et pieds de façade. Donc, c'est un peu l'équivalent d'une fiche technique où ils présentent les intérêts de ce type de structure et comment la choisir. Ils ont aussi créé en 2006 les biennales de l'habitat durable qui permet déjà de communiquer sur ces structures et aussi de mettre en avant des réalisations exemplaires qui contiennent ou non des toitures végétalisées. C'est pas axé sur la végétalisation de toiture, mais ça peut être un des arguments pris en compte dans le cadre des prix qui sont décernés. Et ils mettent en place aussi des actions de végétalisation éphémère de toits publics accessibles pour montrer, par exemple, il y a une bibliothèque en été qui a été végétalisée et dont la terrasse est accessible, ce qui permet aux gens de voir à quoi ça peut ressembler. Alors, ça ne sera pas une structure classique de végétalisation, mais ça permet un peu de sensibiliser les personnes à ce type de technique. Donc, au niveau de l'agglomération, il y a une fiche technique relative à la végétalisation de toiture qui a été également rédigée il y a quelques années. Et donc, suite à ces différentes actions,
Il y a des résultats qui ont été visibles en 5 ans seulement déjà. Donc, ils sont passés en gros d'occurrences très rares de toitures végétalisées dans leur permis de construire en 2005 à plus de 90% des permis de construire qui contenaient des toitures végétalisées en 2008. Au niveau de la surface que ça représente, ils estiment ça à 10 hectares de toitures végétalisées construites sur la ville de Grenoble entre 2005 et 2010. Et surtout, donc, il y a une grande diversité de bâtiments végétalisés et de types de toitures. Donc, on voit par exemple ici un potager éphémère sur le toit de la bibliothèque municipale, ou encore sur ce bâtiment d'habitation. Donc, il est concerné par l'obligation de traitement paysager d'une certaine surface. Donc, en fait, ici, vous avez une toiture terrasse au-dessus des parkings qui va être à 50% environ en végétation arbustive et 20% et le 50% restant en toiture plutôt extensive. Et sur tout le toit du bâtiment, vous avez une toiture extensive type sédum plus classique. Donc, une grande diversité de toitures et de structures et de végétaux. Donc, c'est vrai qu'on voit que finalement, il y a beaucoup de leviers qui sont disponibles pour les collectivités pour aider au développement de la végétalisation de toiture et donc essayer d'atteindre certaines fonctions qui peuvent se sentir qu'à l'échelle de la ville. Donc, grâce aux différents plans au niveau national, on a vu se concrétiser au niveau local différentes actions et on peut avoir différents levées d'action possibles, que ce soit de la communication, de la valorisation d'ouvrages exemplaires ou encore des incitations financières réglementaires. Et c'est vrai qu'avec la suppression des freins réglementaires, ça aide aussi au développement de ces techniques. Et après, on peut aussi chercher des sources d'inspiration à l'étranger. Alors, c'est vrai que, par exemple, il y a au niveau de la ville de Stuttgart, ils obligent à la végétalisation de tous les nouveaux bâtiments industriels. Donc, ça va aider à leur développement. À Zurich également, tous les nouveaux bâtiments dans Zurich doivent être végétalisés. Donc, on assiste à une forte évolution du taux de végétalisation dans cette ville. À Vienne, une initiative intéressante également, ils financent la végétalisation de toiture en donnant donc une subvention à la construction et aussi 3 ans après pour favoriser la prise en compte de l'entretien. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant en lien avec les problématiques d'entretien qu'on a pu évoquer précédemment. Donc plein de solutions sont possibles pour aider au développement de ces techniques si on le souhaite.